Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau petit projet qui a eu pour origine en fait un cadeau. Alors il m'arrive régulièrement de faire les bourses et les expositions et les personnes en profitent souvent pour mettre en vente ce qu'elles comptent pas faire ou qu'elles n'ont plus besoin. Et dans ce contexte-là, j'avais acheté pas mal de choses à un maquettiste et pour me remercier, il m'avait donné une petite planche de photo découpe pour un petit SDK FZ222 de chez Tamiya. Et je me suis dit, c'est l'occasion de voir ensemble comment on peut améliorer, embellir, rendre une maquette plus attrayante, parce que le kit CAM de 1975, donc il a une cinquantaine d'années presque. Et donc on va voir à travers cette vidéo, au moyen des différents aftermaquettes, comment on peut réaliser tout ça. Alors clairement la maquette de chez Tamiya elle est dépassée, on trouve beaucoup mieux sur le marché comme Hobbyboss ou Tristar, mais c'est le kit qui correspondait à la planche de photo découpe qu'on m'a offert. La maquette date quand même de 1975, c'est juste un reboîtage avec l'ajout de la grille anti-grenade et d'un canon en aluminium. On va modifier avec la planche de photo découpe de chez Edward pour améliorer la maquette et on va rajouter d'autres éléments comme les indicateurs de route en laiton et également refaire la mitrailleuse MG34. J'ai aussi un second canon de Jordi Rubio, je comparerai les deux pour savoir lequel est le plus fidèlement reproduit par rapport à l'engin qui a survécu. Et j'utiliserai d'autres éléments en impression 3D comme les feux de route arrière qui sont absents du kit et des attaches en impression 3D. J'ai aussi un feu arrière rond et un support pour l'antenne en résine que j'avais récupéré sur un kit de chez Verlinden. Pour améliorer le détaillage, je dispose d'un stock important de restes de planches de photo découpe pour compléter avec celle d'Edward et je vais aussi utiliser le set de chez Black Dog pour ajouter de l'équipement supplémentaire, ce qui était couramment fait par les équipages lors de la campagne d'Afrique. Je terminerai avec d'autres pièces que j'ai accumulées durant toutes ces années en m'inspirant de photographies pour améliorer le détaillage de la maquette. Et pour la vignette, j'utiliserai cette petite maison de chez Reality Scale qui est très bien proportionnée par rapport à la taille du véhicule. Pour ce montage, je vais m'aider de documentation. Je recommande l'Escadron Signal qui reste un grand classique. Celui-ci propose énormément de photos de la version Dutch Africa Corps avec pas mal de mise en situation de l'engin pour se donner des idées au niveau des équipements et du lot de bord ajouté par les équipages et également des conditions dans lesquelles le véhicule est vieilli et usé en milieu désertique. On peut aussi voir également des photographies de la version 223 qui est similaire au 222 avec le rajout du cadre radio. Un autre livre que je recommande, c'est celui de Motorbouche Verlag qui retrace l'intégralité de l'historique des véhicules légers allemands de la Seconde Guerre mondiale. On va retrouver pas mal d'explications sur le modèle, de dessins industriels et de photographies de la conception. Si vous êtes très curieux de savoir à quoi correspondent certains éléments et son fonctionnement, ce livre va répondre à vos questions. Pour finir, il reste l'incontournable Nuts & Bolts, qui reste pour moi les meilleurs ouvrages. Alors le volume 4 qui a été édité en 1996, il est devenu introuvable, mais cette année ils l'ont ressorti beaucoup plus complet avec énormément de photos, ce qui va me permettre de m'aider dans le détaillage et la mise à jour de la maquette. Et évidemment pas mal de photographies de situation de l'engin pour se donner quelques idées pour le diorama. On commence le travail par le bas de caisse. On remarque que les boulons au niveau du système de suspension sont très mal moulés. Je décide de les remplacer par ceux de chez Meng, beaucoup plus jolis et mieux détaillés. Ces planches sont assez pratiques, il en existe de plusieurs tailles et de différentes formes. Je remplace ainsi l'intégralité des boulons sur l'ensemble des 4 suspensions qui composent le bas de caisse. Les photographies montrent beaucoup de flexibles, de tuyaux et de durites pour les systèmes de freinage et le système hydraulique. J'utilise de la tige de laiton très fine pour représenter celle-ci que j'assemble et que je colle avec de la cyano. Étant donné que ce sont des petites pièces, on déborde très facilement, mais le débondeur que j'applique par la suite permet de retirer les excès et de faire un travail très propre. J'utilise ensuite du fil très fin de couleur noire et du fil de soudure pour réaliser les différents câbles et flexibles. Ce sont des produits très faciles à mettre en forme. Pour les têtes de rotule qui ne sont pas représentées dans la maquette de chez Tamiya, j'utilise une tige de chez Evergreen que je monte sur mon stylo perceuse et à l'aide d'une lime comme sur le principe de l'usinage, j'ai réalisé la pièce avec la forme que je souhaite. Celle-ci est également collée avec de la cyano et conclut tout ce travail. Malgré la présence des garde-boue et des roues, une partie de ces améliorations restera visible et augmente le niveau de détail de notre modèle. Pour continuer l'amélioration de la maquette, je vais réaliser des rivets. J'utilise des outils de chez Mastertool qui proposent une vingtaine de poinçons avec un outil pour les réaliser facilement. Je les découpe tout simplement dans un emballage qui protège les bouchons en liège de vin mousseux en utilisant une gomme comme support. Avec l'aide de ma documentation, je positionne mes rivets qui ont été oubliés par le fabricant. Ils sont collés avec une colle liquide de chez Tamiya. Le coffre latéral est également détaillé à l'aide de la photo découpe.
J'ai fait quelques modifications en me basant sur les photographies d'engins qui ont survécu au conflit, notamment pour la tâche centrale qui est en fait beaucoup plus longue par rapport aux autres. Je réalise en Scratch les supports latéraux qui ont été oubliés, je découpe à la bonne dimension dans une carte plastique que je plie en deux et je rajoute pour terminer les rivets. Pour conclure, je réalise des cordons de soudure avec du mastic bicomposant que je mets en forme à l'aide d'un pinceau gomme. Il y a un gros travail pour détailler la partie avant du véhicule et on se rend compte que le vieux modèle de chez Tamiya est pas évident à améliorer, notamment pour faire les modifications et travailler le plastique pour représenter les traces d'usure des garde-boue avant déformés à cause des chocs. Il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup de patience avec de nombreux essais et tentatives pour arriver à un résultat correct. L'astuce pour travailler le plastique et le déformer, c'est d'utiliser la chaleur et surtout pas la flamme. J'utilise un grille-pain de préférence réglable pour obtenir la bonne température. Ensuite, il faut rapprocher la pièce suffisamment près mais pas trop pour attendrir le plastique. Puis avec des outils à boule, je fais les déformations que je reprendrai par la suite avec une fraise à boule et une éponge abrasive. La partie en relief qui est en forme triangulaire qu'on voit sur le dessus est en fait la trappe d'accès à un coffre installé sur le garde-boue. Avec une pointe à graver, je reprends la gravure que je ne trouve pas assez prononcée. Et pour enlever les résidus plastiques et donner un résultat propre, il suffit juste de passer de la colle liquide de chez Tamiya. Puis une fois que c'est sec, nettoyer la zone avec un stylo de fibre de verre. Une technique vieille mais qui reste efficace, c'est de faire du plastique étiré. On chauffe un morceau découpé sur une grappe et on l'étire soigneusement pour obtenir un profilé suffisamment fin pour représenter les charnières des coffres. Je les colle les longs des faces avant en me basant sur les photographies. On remarque qu'il n'y a que cette partie de visible et que le reste est fixé par l'intérieur. Avec une lame de scalpel, je fais la gravure pendant que le plastique est encore souple. À la fin, je nettoie les résidus de colle de nouveau avec mon stylo de fibre de verre. Pour réaliser les coffres en dessous des garde-boue, je me suis aidé une nouvelle fois de ma documentation et j'ai réalisé un patron sur une simple feuille de papier. J'ai dû recommencer plusieurs fois pour avoir les bonnes dimensions et les bons ajustages. Ça permet d'éviter de gâcher tout simplement de la carte plastique. Une fois les coffres mis en place, j'ai utilisé du mastic pour les finitions et j'ai fait un coffre abîmé sur un des côtés pour donner un peu plus de réalisme. Les tiges de gabarit de chez Tamiya sont remplacées par ceux de chez Aber, beaucoup plus jolis et en laiton. Une petite astuce, si vous faites des maquettes de SDKSZ 251 ou 250 de chez Dragon, vous aurez la chance d'acquérir ce petit gabarit de mise en forme qui vous permet de plier la tige dans le bon angle. Ce genre d'outil est vraiment pratique et vous suivra dans toute votre carrière de maquettiste. Une des pièces qui est sûrement la plus difficile à reproduire, c'est le grillage de protection du phare Notech que j'ai remplacé par celui de la gamme de chez Panzerart en résine mieux abouti que celui de Tamiya. Merci à Notsenball de proposer des dessins industriels sur différentes faces et à l'échelle 1/35 qui plus est. Ça a été vraiment pratique et m'a permis de réaliser facilement la grille. J'utilise des fils de laiton souple pour réaliser la forme très particulière, mais malheureusement c'est une matière qui n'est pas très compatible avec la soudure. Et pour unifier tout le travail et faire les jointures, afin de solidariser les éléments entre eux, j'ai tout simplement utilisé du mastic de chez Mister Surfaceur. Je découpe dans une planche de laiton des fines bandes que je mets en forme pour représenter les renforts qui maintiennent les garde-boue sur les flancs du véhicule. Je me suis inspiré de la notice du set de photodécoupe de chez Voyageur Model pour la maquette mais qui n'est plus disponible à la vente et qui aurait fait doublon par rapport à la planche de chez Edward que je possède. Les bavettes proposées par Edward ne sont pas du tout justes. Je décide de les refaire une nouvelle fois dans un emballage qui protège les bouchons des vins mousseux et en utilisant des photographies d'engins qui ont survécu au conflit comme référence de travail. Avec des profils en carte plastique et quelques rivets, on arrive facilement à reproduire la pièce que je positionne sur le garde-à-boue avant uniquement. Les feux arrière sont complètement oubliés par Tamiya. Une nouvelle fois, je fais appel à la technologie de l'impression 3D et notamment la marque Édouard Brassin qui est de très bonne qualité et propose de plus en plus de références pour ce genre de pièces. Sur les derniers engins de la série, des grilles de protection étaient montées pour protéger les phares. Celui-ci est réalisé de la même manière qu'il protège le phare avant Notech. Je rajoute juste un morceau de tôle antidérapant qui me restait de la maquette du Tigre. Le feu de route arrière est une pièce en résine que j'avais conservée d'un kit d'amélioration de chez Verlinden. Il n'y a pas encore de disponibilité pour ce genre de choses en impression 3D chez Edward. J'ai procédé de la même manière que le phare avant pour la réalisation du grillage de protection, un assemblage de différentes tiges de laiton mises en forme que j'ai collées à la cyano, et à la fin pour unifier l'ensemble, j'utilise du mastic de chez Mister Surfaceur. Les éléments du loadboard sont remplacés par des pièces issues de ma boîte à radio et détaillées avec des ajouts en scratch et des éléments en fonte découpe. L'extincteur quant à lui est refait intégralement avec des profils evergreen
et détaillé avec quelques pièces qui proviennent de restes de planches issus de d'autres montages. L'ensemble s'intègre parfaitement bien sur le garde-boue arrière. Les éléments seront peints directement de la même couleur que véhicule, une pratique qu'on peut voir souvent sur les photographies de Panzer. Le haut de la caisse commence par la suppression de la grille arrière moulée dans le plastique pour la remplacer par une pièce en photodécoupe. L'astuce consiste à percer une multitude de trous si possible à la main. Je déconseille d'y aller avec une perceuse au risque de casser la pièce. On fait une découpe avec une multitude de trous sur la périphérique de la zone qu'on souhaite enlever. Celle-ci est ainsi fragilisée et on retire les morceaux facilement du plastique sans abîmer le reste de la coque. Puis on vient après une séance de ponçage et de nettoyage, ajuster la nouvelle pièce en photodécoupe qui est plus réaliste. Il faudra juste prévoir de peindre l'intérieur en noir pour donner un effet de profondeur. Les jerrycans proposés par le kit de chez Tamiya sont remplacés par d'autres de la même marque, mais beaucoup plus récents et de meilleure qualité. Il y en a un de chaque côté du véhicule. Je remplace juste le bouchon par celui de chez Aber en photodécoupe. Ils sont composés de 5 pièces, c'est un travail long et fastidieux pour les assembler, mais le résultat en vaut largement la peine. Le support quant à lui provient de la planche de chez Edward. Un travail similaire est également fait sur la pelle, en la remplaçant par un modèle de chez Dragon et détaillé avec une pièce en photodécoupe. Une nouvelle fois, j'utilise les pinces à outils en impression 3D de chez Édouard Brassin, qui est pour moi un des meilleurs du marché, et le fabricant sort régulièrement des nouveautés pour améliorer nos maquettes. Je vous invite à découvrir leur gamme et à faire un essai. Moi, j'ai été convaincu et agréablement surpris dès la première utilisation, et ces produits vont devenir une habitude dans mes montages. Une nouvelle fois, j'utilise la technique du plastique étiré pour réaliser de fins cordons que je vais utiliser pour représenter les lignes de soudure à la jonction des plaques d'acier, ce qu'on peut voir sur les photographies d'engins visibles dans les musées. Le principe est simple, il suffit de ramollir le plastique avec de la colle fluide de chez Tamiya, puis de venir avec une lame graver le motif de la soudure. Après un temps de séchage, un nettoyage avec un stylo de fibre vert viendra enlever les dernières traces de colle. L'avantage, c'est quand on fait du modélisme depuis plusieurs années, c'est qu'on accumule un stock considérable de restes de planches de photodécoupe. Souvent, les fabricants laissent des pièces supplémentaires prêtes à être réutilisées sur d'autres montages. Et parfois, on a de la chance, on trouve exactement la pièce avec la bonne forme et dimension qu'on a besoin, comme ici les supports de crochets que je vais rajouter sur les flancs du véhicule. Ils servaient à accrocher par exemple un filet de camouflage ou de l'équipement supplémentaire. Dans un morceau de carte plastique fin, j'utilise un emporte-pièce pour réaliser le socle du phare gauche et droite qui ont été complètement oubliés par le fabricant. Ceux-ci sont détaillés par 3 rivets issus de ma boîte à rabio en photodécoupe. Je profite de l'utilisation de la cyano noire pour reboucher le trou qui correspond à la fixation d'origine proposée par Tamiya. Pour me faciliter l'installation et les ajustements, j'ai inséré une tige métallique dans la base du phare comme guide de renfort pour pouvoir coller et orienter beaucoup plus facilement la pièce. Certaines versions étaient équipées de grillages de protection sur la face avant du phare. Comme vous pouvez le voir ici, le travail effectué améliore de manière significative le niveau de détail de la maquette. Je termine ce travail d'amélioration avec un tout petit dernier détail. Je perce un trou à la main avec un forêt de petit diamètre, puis j'y insère des vis papillons en plastique pour représenter le système de fermeture du phare. Cette dernière opération conclut le travail sur le bas de caisse de notre véhicule à 4 roues. La dernière partie de notre montage concerne la tourelle et le canon de 20 mm. Sur les photographies, on remarque qu'il s'agit d'un assemblage de plusieurs plaques de tôle soudées entre elles. Je décide donc de refaire les cordons de soudure qui sont complètement oubliés par Tamiya. J'utilise la même technique que pour le bas de caisse, du plastique étiré que je ramollis avec de la colle fluide à base d'acétone, puis je grave avec une lame de scalpel le motif et on termine avec un nettoyage au stylo de fibre de verre. La mise à jour de la maquette de 1975 inclut un canon en aluminium tourné. Je dispose également d'un autre de chez Jordi Rubio. En comparant les deux, c'est celui de Tamiya qui est le plus proche de la réalité et le mieux détaillé. Celui-ci s'emboîte parfaitement dans la maquette en plastique et apporte une finition beaucoup plus jolie qu'un canon en plastique, surtout si celui-ci est en 2 parties. La mitrailleuse MG34 est remplacée par le modèle de chez Dragon de meilleure qualité que je vais détailler avec des pièces en laiton de chez Aber. Celui-ci propose le tube de la mitrailleuse percé et détaillé, il faut juste ôter la partie en plastique et percer un trou pour accueillir le nouvel ensemble. Un assemblage facile qui augmente considérablement la qualité de notre maquette. Sur les photographies issues de mon livre Nuts and Bolts, on peut voir que les sièges ont un coussin et une housse sur le dossier. J'utilise du mastic bicomposant de chez Tamiya pour reproduire ces 2 éléments. Dans un morceau de carte plastique que je découpe à la bonne dimension, je recouvre de mastic que je mets en forme à l'aide d'un pinceau gomme. Le dossier est intégralement recouvert et travaillé de la même manière. J'ai choisi pour la mise en scène de mon diorama à venir de laisser la tourelle ouverte, ce qui fait que ce travail sera visible.
On arrive sur le sujet des grilles. J'ai le choix entre celle de chez Tamiya et la photodécoupe de chez Edward. Au final, j'ai retenu celle du fabricant japonais qui est beaucoup plus proche de la réalité et un peu plus rigide. La mise en force se fait facilement, mais j'ai choisi de souder afin d'obtenir un ensemble complètement rigide. Il n'y a que 2 jonctions à faire et j'utilise du fil d'étain appliqué avec un fluide sans acide. Et avec une lime métallique, on ponce le surplus de soudure pour une finition propre. Je continue en utilisant un outil à boule pour la sculpture et en prenant appui sur une gomme pour déformer les grilles. On peut les voir sur les photos que celle-ci n'était plus du tout droite à force d'être manipulée et je pense que les équipages marchaient parfois dessus. Un dernier détail oublié que je rajoute, c'est la réalisation des renforts que je fais en tige de laiton. C'est assez facile avec les plans en 1/35e que propose ma documentation et la réalisation de ces pièces n'ont posé aucun problème. Celles-ci sont collées à la cyano à prise rapide. On rajoute pour terminer le travail sur la tourelle un support en photodécoupe pour l'antenne qui provient de la gamme Panzerart. Ce fabricant propose beaucoup de solutions pour améliorer nos montages, je vous recommande leurs produits de très bonne qualité. On termine avec le canon de 20 mm. On se focalise essentiellement sur la partie supérieure, celle qui restera visible. Je rajoute quelques éléments réalisés en scratch pour représenter le système hydraulique, avec des fils de soudure pour les tuyaux, et également quelques poignées de réglage réalisées en profil evergreen. Je rajoute pour conclure aussi quelques rivets. On arrive sur une des parties la plus intéressantes, le set de chez Black Dog qui comporte de nombreuses pièces en résine. Le fabricant tchèque propose des produits de très bonne qualité, hormis quelques bulles qu'il faudra reboucher au mastic. On retrouve un lot assez conséquent d'équipements sur la plage arrière ainsi que sur les garde-à-bots avant, ce qui va me permettre de cacher les derniers défauts que je n'ai pas pu rattraper. Il faut prendre quelques précautions quand on manipule des pièces en résine. Je conseille vivement de porter un masque car les poussières peuvent être assez nocives. J'utilise une scie pour enlever le support qui est un reste de matière issu du moulage. Avec une pince coupante, j'enlève les derniers morceaux en prenant garde de ne pas abîmer la pièce. Puis je termine avec une éponge abrasive. Je ponce pour enlever les dernières bavures et au passage je refais quelques gravures. Il y a aussi quelques bulles à combler avec du mastic. C'est une chose qui peut arriver lors du processus de création de moulage des pièces en résine. Parfois le moulage peut être fragile et certaines pièces peuvent casser comme ici la housse de protection du pneu de rechange, mais heureusement c'est facilement réparable avec du mastic bicomposant de chez Tamiya. Avec des pinceaux gomme, je refais les plis avant que le mastic soit complètement sec et après 24 heures de séchage, on peut terminer avec un ponçage pour adoucir le résultat. À la fin, notre pièce endommagée devient de nouveau utilisable. Notre élément qui a été abîmé, surtout au niveau des poignées qui sont devenus utilisables, c'est le porte-bagages avant qui contient les jerrycans supplémentaires et qui ne me conviennent pas du tout au niveau du rendu et de la qualité de la pièce. J'ai décidé de refaire intégralement cet ensemble en scratch et d'inclure d'autres éléments comme des casiers à munitions, un bidon d'huile. J'ai rajouté également une petite bâche pour cacher les quelques défauts de cette réalisation. Pour les derniers détails, je vous donne une astuce pour réaliser l'affaissement des pneus du haut poids de l'engin. J'utilise tout simplement un fer à repasser où je viens mettre une feuille de papier de cuisson pour éviter de faire adhérer le plastique sur la surface métallique. Il suffit juste de quelques minutes pour amollir le plastique et l'écraser pour obtenir un effet réaliste. D'autres finitions facilement réalisables, comme percer les extrémités des pots d'échappement. J'utilise successivement des forêts pour arriver au diamètre que je souhaite, puis j'élimine les résidus de plastique avec de la colle fluide de chez Tamiya. On conclut par un travail qui est nécessaire, il sera même bénéfique pour les phases de peinture de la maquette. Avec tous ces travaux de ponçage et ces traces de colle qu'on a dû enlever, le plastique a été fortement mis à mal avec l'apparition de beaucoup de rayures et d'impacts qu'on peut rattraper avec des produits de type polish. Ce sont des pâtes à polir, le rouge est plutôt un grain moyen et le bleu un grain fin. J'utilise souvent ces deux produits pour restaurer le plastique, sachant que le dernier de la gamme est plutôt destiné aux verrières d'avion. Ça me permet successivement, en appliquant les produits, de rattraper les différentes rayures qu'on a pu causer sur l'ensemble des pièces qu'on a poncées pour effacer les détails et accueillir les éléments en photodécoupe. On arrive à la fin de ce montage, alors effectivement, on aurait pu se faciliter la tâche en choisissant une maquette beaucoup plus récente, comme le modèle de chez Hobbyboss, qui est mieux abouti et mieux détaillé avec les accessoires et les aftermaquettes qui vont bien. Mais comme je l'avais expliqué au début de la vidéo, c'est un cadeau que j'ai reçu de la part d'un maquettiste d'un autre club lors d'une exposition. Et par respect par rapport à cette personne et le fait que je disposais d'un petit bâtiment qui convenait bien par rapport à la taille du véhicule, le projet en fait est venu très vite et naturellement dans mon esprit. Et je me dis aussi, je pense, que dans notre cas de maquettiste, on aura peut-être un moment envie absolue de réaliser le modèle un peu particulier. Celui qui ne sera pas forcément disponible dans une maquette récente de bonne qualité et qui sera plutôt une maquette vintage et qu'il faudra peut-être faire beaucoup de modifications et de travail pour arriver à un résultat qui nous satisfait et soit convaincant. Et c'est toujours intéressant de monter en compétence sur le scratch et l'utilisation de la photodécoupe.
Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ou m'envoyer un email. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode pour la peinture et le vieillissement au milieu désertique. Alors on verra que les techniques et les produits qu'on va utiliser sont complètement différents de ce que j'ai pu vous montrer sur le Char Tigre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder, elle est disponible sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent régulièrement. On a dépassé le cap des 500 abonnés, ça me fait très plaisir et ça me motive à continuer l'aventure, à partager mes montages avec vous. En attendant, prenez soin de vous, maquettez bien et à bientôt.